Le millionnaire vit une mère avec des triplés grelottant sous l'orage. Ému, il leur offrit son manoir entier à tous les quatre. Des mois plus tard, il revint visiter la maison qu'il avait donnée, et ce qu'il y découvrit le fit pâlir, de stupeur. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. La pluie battait contre les vitres blindées de la Rolls-Royce, tandis que François Montagne consultait les derniers rapports sur sa tablette. Les gouttes d'eau glissaient sur la vitre comme des larmes silencieuses, créant un voile translucide entre lui et le monde extérieur. Le feu passa au rouge, forçant le véhicule à s'arrêter sur l'une des avenues les plus fréquentées de Paris. L'horloge indiquait 6h45 du matin. Comme tous les jours depuis 15 ans, François suivait sa routine calculée au millimètre. À 45 ans, il avait bâti un empire à partir de rien, devenant l'un des entrepreneurs les plus prospères du pays. Son visage austère et son regard pénétrant révélaient une personnalité façonnée par la discipline et le contrôle absolu sur chaque aspect de sa vie. Le chauffeur Jean gardait un silence respectueux comme toujours. La relation entre les deux hommes était purement professionnelle, mais il y avait une loyauté incontestable construite au fil des années. Jean était l'un des rares employés qui connaissait la véritable nature solitaire de son patron. Un mouvement soudain à l'extérieur attira l'attention de François. À travers le rideau de pluie, ses yeux découvrirent une scène qui le figea. Une jeune femme, complètement trempée, serrait contre elle 3 petits-enfants. Ils étaient identiques, des triplés. Elle tentait de les protéger avec un manteau léger et visiblement inadapté pour ce déluge. Les enfants tremblaient, leurs petits visages marqués par un mélange de peur et de détresse. Quelque chose dans l'expression désespérée de la femme, dans sa façon d'essayer d'enlacer les 3 en même temps, provoqua une fissure dans l'armure émotionnelle de François. Les gens passaient pressés, certains bousculant le petit groupe, d'autres s'écartant avec indifférence. Personne ne s'arrêtait. Personne ne regardait. « Jean, arrêtez la voiture », ordonna François, sa voix habituellement contrôlée, trahissant un léger tremblement. Le chauffeur, surpris par cette rupture de routine, obéit promptement. François ouvrit la portière, se protégeant avec un parapluie noir. Il s'approcha du groupe d'un pas ferme, mais son expression avait changé. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une vulnérabilité longtemps oubliée. « Madame », appela-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Avez-vous besoin d'aide » La femme leva les yeux, révélant un jeune visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. Ses cheveux châtains foncés collaient à son visage mouillé, et ses mains tremblaient tandis qu'elle tenait les enfants. « Nous allons bien, merci », répondit-elle, avec une dignité qui contrastait avec sa situation précaire. François observa les enfants plus attentivement. Ils devaient avoir environ 4 ans. 3 garçons identiques, aux grands yeux effrayés, accrochés à la jupe trempée de leur mère. Quelque chose dans cette scène le transporta vers un passé lointain, une époque qu'il s'efforçait de garder enfermée dans un recoin obscur de sa mémoire. « S'il vous plaît, » insista-t-il, « laissez-moi vous aider. J'ai une voiture, ici, et je peux vous emmener dans un endroit sûr jusqu'à ce que la pluie cesse. » La femme hésita, son regard alternant entre l'étranger bien habillé et ses enfants tremblants de froid. L'un des garçons toussa, et ce son sembla décidé pour elle. « Je suis Marie », se présenta-t-elle encore avec prudence. « Et voici Michel, Gabriel et Raphaël. » François fit un geste en direction de la voiture où Jean attendait déjà, la portière ouverte. « François Montagne », répondit-il simplement. « Sortons d'abord de cette pluie, nous discuterons ensuite. » Tandis qu'il aidait Marie et les enfants à monter dans le véhicule, François ne remarqua pas le flash discret d'un appareil photo déclenché depuis l'une des fenêtres de l'immeuble en face. Il ne remarqua pas non plus le regard attentif de sa gouvernante, Hélène, qui observait tout depuis son propre appartement dans le même bâtiment où il habitait. La Rolls-Royce glissa doucement sur l'asphalte mouillé, emportant ce groupe improvisé vers le penthouse de François. À l'arrière, les enfants cessaient peu à peu de trembler, leurs yeux curieux explorant l'intérieur luxueux du véhicule. Marie restait silencieuse, mais ses yeux révélaient un mélange de gratitude et d'appréhension. François observait la scène dans le rétroviseur, sentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années.
Il ne savait pas nommer ce sentiment, mais quelque chose lui disait que sa vie, si méticuleusement organisée, était sur le point de changer à jamais. Le penthouse de François occupait les 2 derniers étages de l'un des immeubles les plus exclusifs de Paris. L'environnement, décoré dans des tons de gris et de blanc, reflétait la personnalité de son propriétaire, minimaliste, organisé et impeccable. Quand le groupe entra, le contraste entre le luxe aseptisé de l'appartement et les silhouettes trempées était saisissant. Hélène, la gouvernante qui travaillait pour François depuis plus d'1 décennie, observa la scène avec un mélange de surprise et de méfiance. En 15 ans, elle n'avait jamais vu son patron ramener des visiteurs inattendus, encore moins une famille entière. Quelque chose dans son regard trahissait que cette rupture de routine la perturbait profondément. « Hélène, préparez des serviettes et des vêtements secs pour nos invités », ordonna François, sa voix conservant le ton professionnel habituel. « Et prévoyez un petit déjeuner substantiel. » La gouvernante acquiesça en silence, mais ses yeux s'attardèrent sur Marie quelques secondes de plus que nécessaire. Il y avait quelque chose de calculateur dans son expression, comme si elle évaluait une menace potentielle. Marie, toujours mal à l'aise avec la situation, essayait de garder les triplés près d'elle. Les garçons, cependant, commençaient déjà à manifester de la curiosité pour ce nouvel environnement. Michel, le plus observateur des 3, ne quittait pas François des yeux. Gabriel explorait l'espace du regard, tandis que Raphaël, le plus timide, restait collé à sa mère. « Vous pouvez utiliser la chambre d'amis pour vous changer », indiqua François montrant un couloir. « Hélène vous apportera des vêtements secs dans un instant. » Pendant que Marie et les enfants étaient conduits à la chambre, François se dirigea vers son bureau. Il devait réorganiser son agenda. Pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il y avait quelque chose de plus important que ses réunions matinales. Assis à son bureau, il observait la ville à travers les fenêtres du sol au plafond. La pluie continuait de tomber, créant des motifs hypnotiques sur la vitre. Son téléphone vibra, un message. En l'ouvrant, son corps se tendit instantanément. C'était une photo, prise quelques minutes plus tôt, montrant Marie et les triplés, assis sur le canapé de son salon, enveloppés dans des couvertures qu'Hélène venait de fournir. La légende était courte mais troublante. « Savez-vous qui ils sont ?» François se leva brusquement. La photo n'aurait pu être prise que de l'intérieur de l'appartement. Son système de sécurité était impénétrable, ce qui signifiait que le responsable avait accès au lieu. La liste des suspects était courte, très courte. À ce moment, Hélène entra dans le bureau sans frapper, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. « Monsieur Montagne, nous devons parler. » Sa voix était chargée d'une urgence inhabituelle. François dévisagea sa gouvernante, remarquant pour la première fois combien ses yeux semblaient en savoir plus qu'ils ne le montraient. « Oui, Hélène, en effet. »« Cette femme, » commença Hélène, mais François l'interrompit d'un geste. « D'abord, je veux que vous m'expliquiez ceci, » dit-il, montrant la photo sur son téléphone. Le visage d'Hélène pâlit pendant 1 seconde, mais elle retrouva rapidement sa contenance. « Oui, j'ai pris la photo, et je l'ai fait pour votre bien, monsieur. Vous ne connaissez pas ces gens, vous ne savez pas qui ils sont ou ce qu'ils veulent. » François sentit une vague de colère monter dans sa poitrine, mais il la contrôla comme il le faisait toujours avec ses émotions. « Et vous le savez ? » ?»« Je sais suffisamment pour m'inquiéter, » répondit Hélène, sa voix prenant un ton protecteur qui sonnait presque maternel. « Vous avez tout construit à partir de rien. Vous ne pouvez pas laisser... » Un bruit venant du salon interrompit la conversation. C'était le son de rire d'enfant, un son qui n'avait jamais résonné entre ces murs. François et Hélène se dirigèrent vers le salon, où ils trouvèrent une scène surprenante. Raphaël, le triplé le plus calme, était assis au piano à queue qui décorait la pièce, ses petites mains glissant sur les touches avec une curiosité naturelle. Marie, maintenant vêtue de vêtements secs prêtés, tentait d'éloigner l'enfant de l'instrument. « Excusez-moi, » dit-elle, visiblement gênée. « Il est fasciné par la musique. » François observa la scène, ressentant à nouveau cette étrange sensation dans sa poitrine. « Laissez-le, » dit-il, surprenant tout le monde, y compris lui-même. « Le piano a besoin de vie. Il est silencieux depuis trop longtemps. » Hélène observait tout avec un regard de plus en plus préoccupé. Elle connaissait son patron depuis assez longtemps pour percevoir que quelque chose changeait. Et les changements, d'après son expérience,
apportait rarement quelque chose de bon. À Saintes, ce moment, François ne le savait pas, mais il était sur le point de découvrir que cette matinée pluvieuse n'était que le début d'une histoire qui changerait non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qui l'entouraient. Et tandis que les notes désorganisées du piano résonnaient dans le penthouse, des mystères plus profonds commençaient à se former comme des nuages sombres à l'horizon. Le petit déjeuner fut servi dans la vaste salle à manger où la table en verre trempé reflétait la douce lumière qui commençait à traverser les nuages. Hélène avait préparé un véritable festin. Pain frais, fruits, jus naturel, œufs et une variété de fromages. Les triplés, maintenant secs et réchauffés, regardaient émerveillés cette abondance de nourriture. François, assis en bout de table, observait discrètement Marie aider les garçons à se servir. Il y avait une délicatesse dans ses gestes, une attention particulière pour chaque enfant, même s'ils étaient identiques. Elle connaissait leurs préférences, leurs petites différences. Michel préférait les fruits coupés en plus petits morceaux, Gabriel demandait toujours plus de jus, et Raphaël, le plus silencieux, ne mangeait que si sa mère goûtait d'abord. « Vous étiez avocate » dit soudainement François, brisant le silence. Ce n'était pas une question. Marie leva les yeux, surprise. « Comment le savez-vous ? Votre posture, votre façon de parler, la manière dont vous choisissez soigneusement vos mots, répondit-il, prenant une gorgée de café. Et il y a un détail. Quand vous êtes entré dans l'appartement, vos yeux ont immédiatement repéré les sorties de secours. C'est une habitude courante chez les professionnels du droit. » Un sourire triste passa sur les lèvres de Marie. « Je l'étais, en effet. Il y a longtemps. Avant. Avant les garçons ?» compléta François, gardant un ton neutre. « Avant que tout ne change, » répondit-elle, son regard se perdant un moment dans des souvenirs qui semblaient trop douloureux pour être partagés. Hélène, qui servait plus de café, ne dissimula pas son intérêt pour la conversation. Ses yeux attentifs enregistraient chaque mot, chaque geste, comme si elle assemblait un puzzle invisible. « Maman était la meilleure », s'exclama soudain Gabriel, surprenant tout le monde. Grand-père disait toujours qu'elle deviendrait juge un jour. Le visage de Marie pâlit visiblement à la mention du grand-père. François remarqua le changement dans son expression, mais avant qu'il ne puisse interroger, Michel commença à tousser violemment. Le garçon s'était étouffé avec un morceau de pain. François réagit instinctivement, se levant pour aider, mais Hélène fut plus rapide. Avec des mouvements précis, elle aida le garçon à se remettre. Quand tout se calma, il y avait quelque chose de différent dans le regard de la gouvernante, une lueur d'émotion authentique qui contrastait avec sa réserve habituelle. « Nous devons partir, » dit Marie, se levant brusquement. « Nous avons déjà trop abusé de votre hospitalité. Vous n'avez nulle part où aller, » affirma François. Encore une fois, ce n'était pas une question. Marie hésita, ses yeux rencontrant les siens. Il y avait un affrontement silencieux, fierté contre préoccupation, méfiance contre nécessité. « Restez, » dit-il, se surprenant lui-même, « au moins jusqu'à ce que vous trouviez un endroit sûr. »« Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Marie, sa voix dépassant à peine un murmure. François se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. La ville s'étendait en dessous, un labyrinthe d'immeubles et d'avenues où des milliers d'histoires se déroulaient simultanément. Parce qu'il y a 25 ans, un matin comme celui-ci, personne ne s'est arrêté pour aider un garçon qui n'avait également nulle part où aller. Le silence qui suivit sa déclaration était lourd, chargé de significations non dites. Hélène, qui connaissait partiellement l'histoire de son patron, laissa échapper un soupir presque inaudible. « La chambre d'amis est à vous aussi longtemps que nécessaire. » Continua François, toujours dos au groupe. « Hélène s'occupera de tout ce dont vous aurez besoin. » La gouvernante ouvrit la bouche pour protester, mais un regard de François la fit taire. Elle acquiesça rigidement et quitta la pièce, ses pas résonnant sur le sol en marbre. Raphaël, qui était resté silencieux jusque-là, se leva de sa chaise et marcha vers François. À la surprise de tous, particulièrement de Marie, le garçon prit la main de l'homme d'affaires. C'était un geste simple, presque imperceptible, mais chargé d'une confiance inexplicable. « Merci », dit le garçon, sa voix si basse que seul François put l'entendre. À ce moment, quelque chose à l'intérieur de l'homme d'affaires, quelque chose qu'il avait enterré depuis des décennies sous des couches de succès et d'autodiscipline, commença à bouger. C'était comme si une porte longtemps verrouillée commençait à s'ouvrir lentement. De l'autre côté de la ville, dans un bureau luxueux,
Un homme aux cheveux grisonnants observait un écran d'ordinateur. Une série de photos montrait Marie et les triplés entrant dans la voiture de François Montagne. Ses yeux, froids comme la glace, se plissèrent, tandis qu'il saisissait le téléphone. « Je les ai trouvés », dit-il simplement. « Et vous ne croirez jamais où ils sont. » La matinée avançait, et avec elle, les rouages du destin commençaient à tourner. Dans le penthouse de François, entre tasses de café et sourires hésitants, personne ne percevait qu'ils étaient observés, et que très bientôt, le passé que tous essayèrent de laisser derrière eux viendrait réclamer son dû. Le soir tombait sur Paris, lorsque François retourna enfin à son bureau dans le penthouse. Il avait annulé toutes les réunions de la journée, chose inédite dans sa carrière, et consacré les dernières heures à prendre des dispositions pour ses invités inattendus. Maintenant, assis dans son fauteuil en cuir italien, il essayait d'organiser ses pensées tout en observant la ville à travers les fenêtres panoramiques. Le son doux de coups à la porte interrompit sa contemplation. C'était Hélène, portant un ancien dossier et une expression préoccupée sur le visage. « Monsieur Montagne, commença-t-elle, fermant la porte derrière elle, il y a quelque chose que vous devez voir. » François lui fit signe d'approcher. Hélène posa le dossier sur son bureau et l'ouvrit, révélant une série de coupures de journaux soigneusement préservées. « J'ai fait des recherches sur notre invité, » expliqua la gouvernante, sa voix prenant un ton professionnel. « Marie Leroy. C'était une avocate prometteuse jusqu'à il y a 5 ans quand elle a épousé Édouard Valmont. » Le nom fit François hausser les sourcils. Les Valmont étaient l'une des familles les plus influentes du pays, connues tant pour leur pouvoir économique que pour leur connexion politique. Édouard était le fils cadet d'Auguste Valmont, continua Hélène, montrant une photo de journal qui présentait un homme élégant aux cheveux grisonnants. Le patriarche de la famille. « Était ?» questionna François, notant l'emploi du pincé. Hélène acquiesça gravement. Édouard a eu un accident de voiture peu après la naissance des triplés. Depuis lors, Marie a disparu de la vie publique. Il y a des rumeurs selon lesquelles Auguste Valmont la blâme pour l'incident et... Un bruit venant du salon interrompit la conversation. C'était à nouveau le son du piano, mais cette fois, les notes formaient une mélodie reconnaissable, une ancienne berceuse. François et Hélène échangèrent des regards surpris avant de se diriger vers le salon. Ils trouvèrent Raphaël assis au piano, ses petites mains se déplaçant avec une étonnante aisance sur les touches. Marie était à ses côtés, les yeux embués, tandis que Michel et Gabriel écoutaient assis par terre. « Excusez-moi, » dit Marie, en remarquant leur présence. Édouard avait l'habitude de jouer cette musique pour les endormir. François observa la scène avec une sensation étrange dans la poitrine. « Il leur a appris à jouer ?»« Non, » répondit Marie, sa voix émue. « Raphaël a appris tout seul, en écoutant son père. Il a un don naturel pour la musique. » Hélène toussota discrètement, attirant l'attention de François. Il y avait plus dans le dossier qu'elle avait apporté, plus de secrets à révéler, mais quelque chose dans son regard lui fit comprendre que ce n'était pas le moment. Le reste de l'après-midi se déroula dans une routine improvisée. Hélène, toujours visiblement méfiante, mais maintenant avec un intérêt presque maternel pour les triplés, organisa un goûter et des activités pour les enfants. François essayait de travailler dans son bureau, mais ses pensées revenaient sans cesse à la famille dans son salon. C'était déjà le soir quand son téléphone vibra avec un message. C'était d'un numéro inconnu, mais le contenu fit glacer son sang. « Sortez de cette histoire tant que vous le pouvez, Montagne. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Presque simultanément, il entendit un cri venant de la chambre d'amis. Il y courut, trouvant Marie pâle, tenant une enveloppe que quelqu'un avait glissée sous la porte. À l'intérieur, il y avait d'anciennes photos. Marie avec Édouard, tous deux souriant devant un tribunal. Les triplés nouveau-nés à l'hôpital. Et une dernière image, plus récente, montrant Marie et les enfants entrant dans la voiture de François ce matin-là. « Il nous a trouvés !» murmura-t-elle tremblante. « Auguste nous trouve toujours. » François prit les photos, les étudiant attentivement. Son esprit analytique travaillait déjà sur des solutions possibles, des mesures de sécurité, des stratégies de protection. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Un instinct protecteur qu'il n'avait pas ressenti depuis jamais. « Personne ne vous fera de mal », déclara-t-il, sa voix portant une certitude qui le surprit lui-même. « Pas tant que vous serez sous ma protection. » À ce moment,
Hélène apparut à la porte, son visage tendu. « Monsieur, il y a autre chose que vous devez savoir sur les Valmont, » dit-elle hésitante, « quelque chose que j'ai trouvé dans les archives anciennes de l'entreprise. » François acquiesça, mais ses yeux restèrent fixés sur Marie et les enfants. Le passé et le présent étaient sur le point de se heurter, et il savait que les prochaines heures seraient cruciales. Dans la ville en contrebas, les lumières commençaient à s'allumer comme des étoiles terrestres guidant le chemin à travers l'obscurité qui approchait. Le bureau de François était plongé dans la pénombre quand Hélène revint avec un dossier encore plus ancien que le précédent. Le papier jauni et les taches du temps révélaient des documents datant d'au moins 2 décennies. La gouvernante déposa le matériel sur la table avec un soin presque révérentiel. « J'ai trouvé ceci dans les archives anciennes de l'entreprise », commença-t-elle, sa voix plus douce que d'habitude. « Ce sont des registres de l'époque où vous construisiez encore votre empire. Il y a ici quelque chose sur les Valmont qui pourrait expliquer beaucoup de choses. » François ouvrit le dossier avec précaution. La première page était un contrat de société daté d'il y a 20 ans, signé par lui et par Auguste Valmont. Ses mains tremblèrent légèrement en reconnaissant sa propre signature, si différente de l'actuelle. « J'étais son associé », murmura François, plus pour lui-même que pour Hélène. « Pendant une brève période, » confirma la gouvernante, « avant qu'il n'essaie de prendre le contrôle de l'entreprise que vous construisiez. Ce fut votre première grande bataille commerciale. Les souvenirs commençaient à revenir comme des flashs. Nuit sans sommeil, piles de documents, réunions tendues. François avait réussi à garder le contrôle de son entreprise naissante, mais le coût émotionnel avait été élevé. Après cet épisode, il s'était encore plus fermé au monde, transformant sa solitude en forteresse. « Auguste ne m'a jamais pardonné d'avoir gagné », constata François, feuilletant plus de documents. « Mais c'était il y a si longtemps. »« Il y a plus », interrompit Hélène, tirant une coupure de journal. « Édouard Valmont, le mari de Marie, était avocat de votre entreprise au moment de l'accident. Il enquêtait sur certaines irrégularités dans les affaires de son propre père. Le poids de cette révélation tomba comme une avalanche sur François. Ses mains cherchèrent instinctivement la bouteille d'eau sur la table, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, il entendit une voix enfantine venant de la porte. « Vous connaissiez mon père. » C'était Michel, le plus observateur des triplés, arrêté sur le seuil avec ses grands yeux curieux. François et Hélène échangèrent des regards inquiets, mais avant qu'ils ne puissent répondre, Marie apparut derrière son fils. « Michel, tu ne devrais pas être ici, » dit-elle doucement, mais son regard était fixé sur les documents étalés sur le bureau. « Votre mari, » commença François, choisissant ses mots avec soin, était un homme de principe. Marie s'approcha, ses yeux reconnaissant les vieux papiers. Édouard disait toujours qu'il y avait trop de secrets dans la famille Valmont, des secrets dangereux. « Maman !» appela Michel, tirant le bas de son chemisier. « Pourquoi grand-père n'aime pas quand tu parles de papa ?» Le silence qui suivit fut lourd comme du plomb. Hélène conduisit discrètement Michel hors du bureau, laissant François et Marie seuls avec les ombres du passé qui commençaient à prendre forme. « Édouard a découvert quelque chose, » dit Marie, sa voix dépassant à peine un murmure. « Quelque chose sur les affaires d'Auguste. Il rassemblait des preuves, des documents. Puis, cette nuit-là, sa voix défaillit, et François comprit qu'il y avait plus dans cette histoire qu'il ne l'imaginait. L'accident qui avait coûté la vie à Édouard n'était peut-être pas seulement un accident. « Pourquoi n'avez-vous jamais dénoncé ?» demanda-t-il, l'observant attentivement. « Parce qu'il a beaucoup de pouvoir, » répondit Marie, ses yeux se remplissant de larmes contenues. « Et parce qu'il a juré que si j'essayais quoi que ce soit, je ne reverrais jamais mes enfants. » À ce moment, un bruit de verre brisé vint du salon, suivi du cri effrayé d'un des enfants. François et Marie coururent hors du bureau, découvrant une scène perturbante. La grande fenêtre du salon était brisée et au milieu des éclats de verre, il y avait une pierre avec un message attaché. Hélène était déjà là, enlaçant, Gabriel et Raphaël, tandis que Michel se cachait derrière le piano. François prit le message d'une main ferme, mais son cœur s'accéléra en lisant le contenu. « Dernière chance, Montagne. Demain, il sera peut-être trop tard. » Comment ? Est-ce possible ? S'interrogea Hélène, sa voix tremblant pour la première fois depuis des années. Nous sommes au 30e étage.
François marcha jusqu'à la fenêtre brisée, observant la ville nocturne en contrebas. Quelqu'un avait réussi à contourner tout son système de sécurité, quelqu'un avec des ressources et de la détermination. La guerre qui avait commencé il y a 20 ans était sur le point de recommencer, mais maintenant l'enjeu était bien plus important. « Marie », appela-t-il sans se retourner, « j'ai besoin que vous me racontiez tout, chaque détail de ce qu'Édouard a découvert. Je ne peux pas vous protéger si je ne sais pas contre quoi nous luttons. » Le vent froid de la nuit envahissait l'appartement, à travers la fenêtre brisée, faisant danser les rideaux comme des fantômes. Dans la ville en contrebas, des lumières clignotaient comme des étoiles terrestres, témoins silencieux d'une histoire qui commençait à révéler ses couches les plus profondes et obscures. L'aube avançait tandis que l'équipe de sécurité terminait d'installer une protection temporaire sur la fenêtre brisée. François avait activé ses meilleurs contacts, et en quelques heures, le penthouse s'était transformé en une véritable forteresse. Des caméras supplémentaires avaient été installées, des capteurs de mouvement activés, et une équipe de sécurité privée surveillait désormais chaque centimètre de l'immeuble. Dans la bibliothèque de l'appartement, temporairement transformée en salle de réunion, Marie était assise dans un fauteuil en cuir, ses mains serrant une tasse de thé qu'Hélène avait préparée. Les triplés dormaient enfin dans la chambre d'amis, épuisés après la frayeur. Édouard a commencé à soupçonner quelque chose d'anormal il y a environ 6 ans, commença Marie, sa voix basse mais ferme. Il était responsable de l'audit interne des entreprises Valmont. Au début, ce n'étaient que de petites incohérences, des chiffres qui ne correspondaient pas. François écoutait attentivement, assis à son bureau, tandis qu'Hélène prenait des notes sur un iPad. La gouvernante s'était transformée en une alliée inattendue, sa méfiance initiale remplacée par une détermination de fer à protéger les enfants. Puis, il a découvert les comptes à l'étranger, continua Marie. Des millions transférés vers des paradis fiscaux, des sociétés écrans, des contrats surfacturés. Mais le pire n'était pas cela. Il y avait des connexions avec des personnes puissantes, des politiciens, des juges. C'est pour cela qu'Auguste avait tant de pouvoir pour vous menacer, conclut François, les pièces du puzzle commençant à s'assembler. Édouard gardait tout sur une clé USB, dit Marie, sa voix tremblant légèrement. Il me l'a remise la nuit de l'accident, disant que c'était une assurance-vie pour moi et les enfants. Hélène leva les yeux de l'iPad, son expression soudainement alerte. Et où est cette clé USB maintenant? Avant que Marie ne puisse répondre, un son doux vint du couloir. C'était Raphaël, debout à la porte de la bibliothèque dans son nouveau pyjama, serrant un ours en peluche qu'Hélène avait trouvé dans une vieille armoire. « Tu n'arrives pas à dormir, petit ?» demanda François, son ton surprenamment doux. Raphaël secoua négativement la tête et marcha vers lui. À la surprise de tous, il grimpa sur les genoux de l'homme d'affaires comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. François se raidit un moment, mais se détendit bientôt avec le poids de l'enfant dans ses bras. « Vous allez nous protéger ?» demanda Raphaël, sa voix somnolente mais claire. La question frappa François comme un coup dans l'estomac. C'était la première fois qu'il entendait la voix du garçon si distinctement, et il y avait quelque chose dans cette confiance enfantine qui brisa ses dernières barrières. « Oui » répondit-il avec une certitude qui venait du fond de son âme. « Je te le promets. » Marie observait la scène, les larmes aux yeux, tandis qu'Hélène essuyait discrètement les siennes. Le moment fut interrompu par le téléphone portable de François qui vibra avec un message. C'était une photo de la clé USB, accompagnée de coordonnées GPS et d'un message. « Venez seul, ou les prochaines photos seront moins agréables. » François sentit Raphaël s'endormir dans ses bras, tandis qu'il étudiait le message. Son esprit analytique traçait déjà des plans, calculait les risques, envisageait des alternatives. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant, une motivation qui allait au-delà de la froide logique des affaires. « Hélène, » appela-t-il doucement, « préparez la chambre principale pour Marie et les enfants. C'est plus sûr que celle d'invités. » La gouvernante acquiesça, comprenant la stratégie. La chambre principale disposait d'une salle de panique cachée, équipée de tout le nécessaire en cas d'urgence. « Et pour la clé USB ?» demanda Marie, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Laissez-moi m'en occuper, » répondit François, ajustant Raphaël dans ses bras pour le ramener au lit. « J'ai quelques contacts qui peuvent nous aider sans éveiller les soupçons. » En marchant dans le couloir avec le garçon endormi,
François réfléchissait à la façon dont sa vie avait complètement changé en moins de 24 heures. Sa routine méticuleuse, ses murs émotionnels, sa solitude auto-imposée, tout était que remis en question par la présence de cette famille inattendue. Dans la chambre, il trouva Michel et Gabriel également réveillés, attendant leur frère. En posant Raphaël sur le lit, il sentit de petites mains retenir sa manche. « Restez encore un peu ?» demanda Gabriel, ses grands yeux suppliants. François hésita un moment, des années d'isolement émotionnel luttant contre quelque chose de nouveau qui grandissait dans sa poitrine. Puis, pour la première fois depuis des décennies, il s'autorisa à s'asseoir au bord du lit et commença à raconter une histoire, la même qu'il avait entendue il y a longtemps, lors d'une nuit tout aussi effrayante, quand il n'était qu'un garçon dans un orphelinat. Le matin arriva avec une douceur trompeuse, le soleil d'hiver pénétrant à travers les fenêtres blindées du penthouse. François se trouvait dans son bureau depuis les premières heures, les yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur, tandis qu'il coordonnait une opération silencieuse. Ses mains volaient sur le clavier, contactant des relations, mobilisant des ressources, se préparant pour ce qui allait venir. Hélène entra sans bruit, portant un plateau avec du café frais. Ses yeux expérimentés remarquèrent immédiatement les signes que son patron n'avait pas dormi. La cravate légèrement desserrée, les cheveux légèrement décoiffés, l'écran de l'ordinateur reflétant des dizaines d'emails envoyés pendant la nuit. « Les garçons ont demandé après vous au petit déjeuner ?» dit-elle, sa voix portant une note d'affection qui la surprit elle-même, surtout Raphaël. Il voulait savoir si vous raconteriez plus d'histoires. François interrompit son travail un moment, s'autorisant un petit sourire. « Comment vont-ils » ? « Ils s'adaptent étonnamment bien, » répondit Hélène, servant le café. « Michel a découvert votre bibliothèque et est fasciné par les livres d'art. Gabriel ne cesse d'explorer l'appartement, posant 1000 questions sur tout. Et Raphaël, eh bien, il passe des heures au piano, jouant des mélodies qui semblent venir de nulle part. » Un son familier emplit l'air comme pour confirmer les paroles d'Hélène. C'était Raphaël au piano, ses petites mains créant une mélodie qui semblait danser entre tristesse et espoir. « Il a un don extraordinaire, » commenta François, se levant pour observer le garçon à travers la porte du bureau. « Je dois lui trouver un professeur de musique. » Hélène haussa les sourcils, surprise par la planification à long terme implicite dans cette déclaration. « Vous avez l'intention de les garder ici si longtemps ?» Avant que François ne puisse répondre, Marie apparut à la porte, ses yeux révélant qu'elle non plus n'avait pas beaucoup dormi. « Puis-je entrer ?» François fit un geste affirmatif et Hélène se retira discrètement, non sans échanger un regard significatif avec son patron. « J'ai trouvé ceci ce matin », dit Marie tendant une enveloppe jaunie. C'était caché à l'intérieur de l'ours en peluche que Raphaël transporte partout. François ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite d'Édouard, datée du jour de son accident, et une petite clé dorée. « C'est la clé d'un coffre », expliqua Marie, sa voix tremblant légèrement. « Édouard avait un coffre à la banque, mais il ne m'a jamais dit ce qu'il y gardait. Dans la lettre, il mentionne qu'il y a des preuves qui peuvent tout changer. » François étudia attentivement la clé. « Quelle banque ?»« Je ne sais pas », répondit Marie, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste de frustration. Édouard était très prudent avec les informations sensibles. Il disait que moins j'en savais, plus je serais en sécurité. Le son du piano s'arrêta brusquement, remplacé par des voix enfantines animées. Michel et Gabriel avaient rejoint leur frère, et maintenant les trois conversaient dans leur langage particulier de triplé. « Ils se ressemblent tellement », commenta François, observant les enfants. « Mais ils sont si différents en même temps. » « Comment arrivez-vous à les différencier si facilement ?» demanda Marie, sincèrement curieuse. « Même ma propre famille se confond parfois. » François réfléchit un moment. Michel a un regard analytique. Il observe toujours tout. Gabriel est pure énergie. Il ne peut pas rester immobile. Et Raphaël, il vit dans son propre monde de musique et de rêve. Marie le regarda avec un mélange de surprise et de gratitude. « Vous les voyez vraiment, n'est-ce pas, comme des individus ?» « Peut-être parce que j'ai aussi été un enfant invisible autrefois, » répondit-il, presque sans s'en rendre compte. Le moment fut interrompu par Hélène, qui revint précipitamment au bureau. « Monsieur, il y a quelque chose que vous devez voir à la télévision. » François alluma la télévision à écran plasma au mur,
syntonisant la chaîne d'information indiquée par Hélène. Son cœur se glaça en voyant le titre « L'homme d'affaires François Montagne sous enquête » pour suspicion d'irrégularité financière. Le reportage montrait d'anciennes photos de lui avec Auguste Valmont, suggérant un prétendu partenariat criminel qui aurait été dissimulé pendant des années. C'était une histoire soigneusement construite pour paraître vraie, mélangeant des faits réels avec des mensonges élaborés. « Ça commence », murmura François, son esprit calculant déjà le prochain mouvement. Il essaie de nous discréditer avant que nous puissions utiliser les preuves du coffre. Marie pâlit, comprenant les implications. Édouard avait prévu cela. Dans la lettre, il mentionne qu'Auguste tenterait de détruire quiconque menacerait d'exposer la vérité. À ce moment, Michel entra dans le bureau portant l'un des livres de la bibliothèque. « Regardez ce que j'ai trouvé », s'exclama-t-il, montrant une vieille photo qui était tombée d'entre les pages. La photo montrait un groupe d'enfants devant un orphelinat. François reconnut immédiatement son propre jeune visage, mais il y avait quelque chose d'autre qui attira son attention. En arrière-plan, partiellement visible, se trouvait un homme qu'il connaissait très bien, Auguste Valmont. « Impossible », murmura-t-il, prenant la photo de main tremblante. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le silence dans le bureau était dense comme un brouillard, tandis que François étudiait l'ancienne photographie. Ses doigts traçaient les contours des silhouettes, des souvenirs longtemps enterrés émergeant comme des bulles dans l'eau profonde. L'orphelinat Saint-François, où il avait passé une partie de son enfance, avait été financé par la Fondation Valmont, un détail qui prenait maintenant une signification entièrement nouvelle. « Hélène », appela-t-il, sans détacher, les yeux de la photo, « apportez-moi tous les registres que vous pourrez trouver sur la Fondation Valmont entre 1990 et 1995. » La gouvernante acquiesça et sortit rapidement, tandis que Marie s'approchait pour examiner l'image. Édouard a mentionné une fois qu'Auguste avait un projet social spécial, quelque chose qu'il gardait secret même pour ses propres enfants. « Ça n'était pas un projet social », répondit François, sa voix chargée d'une compréhension soudaine et troublante. « C'était un laboratoire. » Avant qu'il ne puisse développer, des pas précipités résonnèrent dans le couloir. C'était Gabriel, courant vers le bureau avec une expression de panique. « Raphaël a disparu !» s'exclama-t-il haletant. « On jouait à cache-cache, mais on a cherché partout. » François sentit son sang se glacer dans ses veines. En quelques secondes, tout le système de sécurité de l'immeuble fut activé. Les caméras furent vérifiées, les gardes mobilisés, chaque centimètre de l'édifice fouillé méthodiquement. « Les caméras du couloir » murmura Hélène, qui était revenue avec un dossier de documents. « Montrez les deux dernières. » Feur. Sur l'écran de l'ordinateur, les images révélèrent quelque chose de troublant. Raphaël était entré seul dans l'ascenseur de service, apparemment suivant le son d'une musique qui venait de quelque part. L'ascenseur était descendu jusqu'au sous-sol, où la caméra n'avait capté qu'une silhouette se déplaçant rapidement avant que l'image ne soit interrompue. « Il a l'ours » demanda soudainement François, se tournant vers Gabriel. Le garçon secoua la tête négativement. « Ah, il l'a laissé dans le salon, près du piano. » François courut jusqu'au salon, suivi par tous. L'ours en peluche était tombé près du banc du piano, comme s'il avait été laissé à la hâte. Il le prit, l'examinant soigneusement jusqu'à trouver quelque chose cousu dans la doublure. Un petit papier avec des numéros écrits à la main. « Ce sont des coordonnées, » dit-il, reconnaissant le modèle. « Et un numéro de coffre. »« Le coffre d'Édouard » s'exclama Marie, comprenant. « Mais comment Raphaël ?»« Ce n'était pas une coïncidence, » interrompit François, ses mains déjà en train de taper des commandes sur son téléphone portable. L'ours, la musique, tout était planifié. Auguste savait que le coffre existait, mais n'avait pas la clé. Maintenant, il a quelque chose de plus précieux. « Mon fils », murmura Marie, sa voix se brisant. Michel, qui était resté silencieux jusque-là, tira la manche de François. « Je sais où il est », dit-il, avec une certitude surprenante. Tous se tournèrent vers le garçon qui continua. « Raphaël suit toujours la musique. Et hier, quand on explorait l'immeuble, on a entendu un piano qui venait de la salle des fêtes, au sous-sol. »« C'est un piège », avertit Hélène, mais François était déjà en mouvement. « Bien sûr que sans. »« Éteins », répondit-il, prenant son téléphone. « C'est pourquoi nous n'y allons pas seuls. » En quelques commandes rapides,
il activa son équipe de sécurité privée et fit un appel à quelqu'un qu'il gardait en réserve pour les situations extrêmes, un ancien agent fédéral qui lui devait des faveurs. « Marie, vous et Michel, restez ici avec Hélène », ordonna-t-il, sa voix n'admettant aucun argument. « Gabriel vient avec moi. »« Pourquoi ?» questionna Marie, protestant. « Parce que Raphaël fait plus confiance à Gabriel qu'à n'importe lequel d'entre nous, » expliqua François. « S'il est effrayé, il aura besoin de son frère. » Tandis que l'ascenseur descendait vers le sous-sol, François tenait fermement la main de Gabriel. Le garçon, étonnamment calme, regardait vers le haut avec une confiance totale dans ses yeux. « Vous allez le ramener, hein ?» demanda Gabriel. « Oui », répondit François, et pour la deuxième fois ce jour-là, il fit une promesse qu'il avait l'intention de tenir à tout prix. L'ascenseur s'arrêta et les portes s'ouvrirent sur la pénombre du sous-sol. De quelque part venait le son doux d'un piano, la même mélodie que Raphaël avait l'habitude de jouer, mais il y avait quelque chose de différent, quelque chose de métallique et artificiel. François serra légèrement la main de Gabriel, un geste de réassurance mutuelle. Ensemble, ils firent le premier pas hors de l'ascenseur en direction du son qui les appelait, tandis que les ombres du passé et du présent se mêlaient dans l'air humide du sous-sol. La salle des fêtes du sous-sol était un espace vaste et élégant, normalement utilisé pour des événements sophistiqués. Ce matin-là, cependant, l'ambiance avait quelque chose de surréel. La musique du piano résonnait contre les murs recouverts de miroirs, créant une atmosphère presque onirique. François et Gabriel avançaient prudemment, leurs ombres multipliées à l'infini par les miroirs. Raphaël appela Gabriel, sa voix enfantine brisant le charme hypnotique de la mélodie. Le son du piano cessa brusquement. Dans le silence qui suivit, ils purent entendre des pas légers venant du fond de la salle. Une silhouette émergea de la pénombre. Ce n'était pas Raphaël, mais Hélène, son expression un masque de culpabilité et de détermination. « Je suis désolé, monsieur Montagne, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je n'avais pas le choix. » François plaça instinctivement Gabriel derrière lui. « Où est Raphaël ?»« Il est en sécurité, » répondit une voix grave et familière. Auguste Valmont émergea de derrière l'un des piliers, son costume impeccable contrastant avec l'expression dure sur son visage vieilli. « Comme il l'a toujours été sous ma garde. »« Votre garde ?» questionna François, son esprit connectant rapidement les pièces du puzzle. « Hein, comme je l'ai été à l'orphelinat ?» Auguste sourit, un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous avez toujours été le plus brillant d'entre eux, François. Le projet le plus réussi de la Fondation. » Gabriel serra la main de François plus fort, tandis qu'Hélène se déplaçait inconfortablement aux côtés d'Auguste. L'orphelinat était une expérience, continua Valmont, marchant dans la salle comme s'il donnait une conférence. Nous sélectionnions des enfants au potentiel extraordinaire. Nous façonnions leurs talents. Nous créions des successeurs. Des cobayes, corrigea François, sa voix chargée d'une colère contenue. Nous étions des cobayes pour vos manipulations. Vous devriez être reconnaissant, rétorqua Auguste. Je vous ai transformé en ce que vous êtes aujourd'hui, tout comme je transformais mon petit-fils Raphaël. La révélation frappa François comme un coup physique. Les tests d'aptitude à l'orphelinat, le piano, vous recréiez. C'est l'expérience avec lui. Raphaël a un don extraordinaire, dit Auguste, un éclair de fierté authentique traversant son expression. Comme vous aviez pour les affaires. Édouard n'a jamais compris l'importance de ce que nous faisions. Il voulait tout exposer, détruire des décennies de recherche. « Où est mon fils ?» interrompit une voix ferme. Marie se tenait à l'entrée de la salle, ses yeux étincelants de fureur. À ses côtés, Michel tenait une tablette, ses petites mains tremblant légèrement. « Madame Valmont » commença Auguste, mais Marie le coupa. « N'utilisez pas ce... »« Non, chien, dit-elle, avançant. Pas après ce que vous avez fait à Édouard. » Hélène bougea mal à l'aise, ses yeux alternant entre François et Auguste. « Monsieur Montagne, il y a quelque chose que vous devez savoir. »« Il le sait déjà, » interrompit Michel, sa voix étonnamment mature pour son âge. « Papa a tout enregistré. » Le garçon tourna la tablette, montrant une vidéo. C'était Édouard Valmont, enregistré la nuit de son accident. Sa voix emplit la salle. « S'il m'arrive quelque chose, cherchez François Montagne. Il est la preuve vivante de ce que mon père a fait. Lui et les autres enfants du projet Prométhée,
Auguste pâlit, visiblement. « Comment? L'ours » expliqua Michel. Il n'y avait pas que la clé du coffre. Il y avait une clé USB cousue à l'intérieur. Raphaël l'a découverte la semaine dernière, mais il ne savait pas ce que c'était. Il suivait juste la musique. François sentit une vague de compréhension le frapper. Raphaël n'avait pas été enlevé. Il avait été attiré en utilisant la même méthode qu'Auguste utilisait à l'orphelinat pour identifier les enfants avec des talents spéciaux. Hélène appela François sans quitter Auguste. Des yeux. Vous ne lui devez rien. La gouvernante fit un pas en avant, des larmes coulant sur son visage. Il a menacé ma famille, ma fille. Comme il a menacé la mienne, compléta Marie. Comme il a manipulé toutes les personnes autour de lui, Auguste. Mais maintenant, c'est fini. Un doux son de piano commença à jouer à nouveau, venant d'une salle adjacente. Ce n'était plus la mélodie artificielle, c'étaient les notes pures et cristallines que seul Raphaël pouvait créer. « Il est ici », murmura Gabriel, tirant la main de François vers le son. Auguste fit mine de bouger, mais Hélène, dans un mouvement soudain, bloqua son chemin. « Assez », dit-elle, sa voix ferme malgré les larmes. « Je ne participerai plus à cela. » François et Gabriel coururent vers la musique, suivis par Marie et Michel. Derrière eux, ils pouvaient entendre la voix d'Auguste crier quelque chose, mais le son du piano surpassait tout, comme un phare les guidant à travers l'obscurité du passé vers une lumière qui commençait à briller à l'horizon. Dans une salle plus petite, adjacente à la salle principale, ils trouvèrent Raphaël assis au piano, ses doigts dansant sur les touches avec le même naturel que toujours. Il ne montrait ni peur ni anxiété. Il était complètement immergé dans sa musique, créant une mélodie qui semblait tisser sa propre histoire. « Raphaël » appela Marie, courant pour embrasser son fils. Le garçon sourit, sans cesser, de jouer. « Je savais que vous me trouveriez, dit-il simplement. La musique montre toujours le chemin. » Michel et Gabriel rejoignirent leur frère sur le banc du piano, formant un petit cercle de protection autour de lui. François observait la scène avec un mélange de soulagement et de compréhension croissante. La musique avait été à la fois un piège et un salut, exactement comme elle l'avait été dans sa propre enfance à l'orphelinat. Les enfants du projet Prométhée, dit-il, plus pour lui-même que pour les autres. Chacun avec un don spécifique, musique, mathématiques, stratégie. Édouard a tout découvert, confirma Marie, toujours enlacée avec ses fils. Les archives, les expériences, les enfants sélectionnés. Auguste recréait le projet avec une nouvelle génération. Hélène apparut à la porte, sa posture plus ferme maintenant qu'elle avait choisi son camp. « La police est en route », informa-t-elle, « et j'ai apporté ceci. » Elle tendit un ancien dossier, ses pages jaunies par le temps. C'était une archive de l'orphelinat, contenant des photos et des rapports détaillés sur chaque enfant du projet. François reconnut son propre dossier. Sujet 23. Capacité exceptionnelle pour l'analyse stratégique et le leadership. Vous étiez sa fierté, dit doucement Hélène. C'est pourquoi il était si furieux quand vous vous êtes retourné contre lui il y a 20 ans. Son projet le plus réussi est devenu sa plus grande menace. Raphaël cessa de jouer, se tournant vers François avec ses yeux curieux. Vous aussi, vous entendiez la musique. François s'agenouilla à côté du piano, se mettant à la hauteur des yeux du garçon. D'une manière différente, répondit-il. Chacun de nous entendait quelque chose d'unique. C'est ainsi qu'il nous trouvait, nous testait. Mais la musique n'est pas à lui, interrompit Raphaël avec la sagesse déconcertante d'un enfant. La musique est à nous. À ce moment, des sirènes commencèrent à résonner dans le bâtiment. L'équipe de sécurité de François avait déjà maîtrisé Auguste dans la salle principale. Et maintenant, les autorités prendraient en charge l'affaire. Des années de manipulation et d'expériences secrètes allaient enfin être exposées au grand jour. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Michel, toujours le plus pragmatique des triplés. François échangea un regard avec Marie avant de répondre. « Maintenant, vous êtes en sécurité. Nous le sommes tous. »« On peut continuer à habiter dans le penthouse ?» demanda Gabriel plein d'espoir. « Il y a beaucoup plus d'espace pour jouer là-haut. » Un sourire sincère illumina le visage de François. « Si votre mère est d'accord ?» Marie observait ses fils, Michel avec son regard analytique, Gabriel avec son énergie inépuisable,
et Raphaël avec son don musical unique. Chacun d'eux spécial à sa propre manière, mais pas comme partie d'une expérience. Spéciaux simplement parce qu'ils étaient qui ils étaient. Je pense que nous pouvons envisager cela, répondit-elle, souriant aussi. Hélène toussota discrètement. J'aurais besoin d'aide pour réorganiser l'appartement pour 5 personnes, commenta-t-elle, son ton pratique dissimulant à peine l'affection dans sa voix. Raphaël se tourna vers le piano, jouant quelques notes douces. La mélodie était différente maintenant. Non plus l'appel hypnotique d'Auguste, mais quelque chose de nouveau. Quelque chose qui parlait de recommencement et de possibilité. François sentit quelque chose dans sa poche. La vieille photo de l'orphelinat que Michel avait trouvée. En la regardant maintenant, il ne voyait plus seulement les ombres du passé. Il y voyait un rappel de la façon dont les circonstances les plus difficiles peuvent nous mener aux rencontres les plus significatives. Dehors, la ville continuait son rythme frénétique, indifférente aux petits drames qui se déroulaient dans le sous-sol d'un de ces nombreux gratte-ciel. Mais à l'intérieur de cette salle, au son du piano de Raphaël, une nouvelle famille commençait à se former, non par des expériences ou des manipulations, mais par choix, par soin, par amour. La musique continuait, et maintenant c'était une mélodie de libération. Les semaines suivantes apportèrent des changements significatifs au Penthouse de François Montagne, ce qui était auparavant un espace marqué par l'ordre méticuleux, et le silence pulsait maintenant d'une énergie différente. Les couloirs autrefois vides résonnaient de rires d'enfants, de conversations animées, et bien sûr de la musique constante du piano. Hélène s'était consacrée à la transformation de l'appartement avec un enthousiasme surprenant. La chambre d'amis avait été convertie en un espace joyeux pour les triplés, avec 3 lits disposés stratégiquement. Michel près de la bibliothèque, Gabriel près de la fenêtre avec vue sur la ville, et Raphaël à côté d'un clavier numérique que François avait acheté spécialement pour lui. Ce matin particulier, François observait depuis son bureau tandis que Marie aidait les garçons avec leur nouvelle routine. Elle avait repris son inscription au barreau et commencé à travailler à mi-temps au département juridique de l'entreprise de François, équilibrant son retour à la profession avec le soin des enfants. Le professeur de piano arrivera dans une demi-heure, rappela Hélène entrant dans le bureau avec une tasse de café. Et l'enquêteur attend sur la ligne 3. François acquiesça, prenant le téléphone. Les enquêtes sur le projet Prométhée avançaient, révélant un réseau complexe d'influence et de manipulation qui s'étendait sur des décennies. Chaque nouvelle découverte aidait à expliquer davantage son propre passé et celui d'autres enfants qui étaient accapassés par l'orphelinat. « Montagne », dit-il au téléphone, sa voix professionnelle masquant la tension intérieure. « Nous avons trouvé plus d'archives », qu'informa la voix de l'autre côté. Il y avait d'autres orphelinats, d'autres projets similaires. La portée était plus grande que ce que nous imaginions. François prit quelques notes en écoutant le rapport. En arrière-plan, il pouvait entendre Raphaël pratiquer ses gammes au piano, une routine que le garçon avait établie de lui-même, sans aucune imposition. « Et concernant les autres enfants ?» demanda-t-il, pensant au visage sur l'ancienne photographie. « Nous les localisons un par un. Certains sont devenus des figures éminentes dans leur domaine, scientifiques, artistes, hommes d'affaires, tous façonnés par le programme. Comme vous. » La conversation fut interrompue par un léger coup à la porte. C'était Michel portant un livre presque plus grand que lui-même. « Oncle François », appela-t-il. Le titre était apparu naturellement ces dernières semaines. « Pouvez-vous m'aider avec ceci ? C'est sur l'architecture et il y a des mots que je ne comprends pas. »« Je rappellerai plus tard, » dit François à l'enquêteur raccrochant le téléphone. « Viens ici, Michel. Quels sont ces mots ?» Le garçon s'installa dans l'un des fauteuils du bureau, ouvrant le livre avec un soin révérentiel. Son intérêt pour l'architecture s'était révélé ces dernières semaines, surtout après avoir découvert l'importante collection de livres de François sur le sujet. « Art déco », lut Michel, fronçant les sourcils. « Et il y a celui-ci ?»« Aussi modernisme. » François commença à expliquer les termes, utilisant les éléments mêmes de son bureau comme exemple. Hélène, qui observait la scène depuis la porte, sourit discrètement avant de se retirer. Dans le couloir, elle trouva Gabriel organisant une sorte d'exposition d'art avec des dessins réalisés par les 3 frères. Le garçon avait développé un talent naturel pour la curation,
décidant exactement où chaque œuvre devait se trouver pour raconter une histoire cohérente. « Ça devient beau », complimenta Hélène, l'aidant à aligner l'un des dessins. « C'est pour maman », expliqua Gabriel. « Elle est triste en regardant les nouvelles sur grand-père, alors j'ai pensé à faire quelque chose pour l'égayer. » Hélène sentit son cœur se serrer. Les nouvelles concernant Auguste Valmont et le projet Prométhée avaient dominé les journaux ces dernières semaines. Bien que Marie essayât de protéger les garçons des informations les plus lourdes, il était impossible de cacher complètement l'impact que les révélations avaient sur toute la famille. Dans le salon, Marie était au téléphone, avec son ancienne professeure de la faculté de droit, discutant de la possibilité de donner des cours dans un projet social pour enfants défavorisés, une façon de transformer sa propre expérience en quelque chose de positif pour les autres. Raphaël, qui avait fait une pause dans sa pratique, s'assit à côté de sa mère avec son cahier de musique. Il avait commencé à créer ses propres compositions, de petites mélodies qui semblaient capturer l'essence des moments qu'il vivait. « Celle-ci est pour oncle François », dit-il, montrant une partition avec son écriture enfantine. Elle s'appelle « Nouvelle famille ». Marie serra son fils dans ses bras, émue par la sensibilité qu'il démontrait. Les dernières semaines avaient été intenses, avec des témoignages à la police, des réunions avec des avocats et une avalanche de souvenirs douloureux revivifiés. Mais au milieu de tout ce tourbillon, quelque chose de beau et d'inattendu avait fleuri. De son bureau, François entendait la conversation tout en continuant d'expliquer des concepts architecturaux à Michel. Sa routine méticuleusement planifiée avait été complètement transformée et étonnamment, il ne regrettait pas l'ancien ordre. Il avait découvert qu'il existait d'autres types d'ordres, d'autres rythmes de vie qui pouvaient être tout aussi significatifs. Le son du piano recommença, Raphaël jouant maintenant sa nouvelle composition. La mélodie était simple, mais profonde, portant dans ses notes l'histoire de comment des étrangers peuvent devenir une famille, de comment les blessures du passé peuvent être guéries par le soin du présent. L'automne arriva à Paris, apportant des vents de changement. Le Penthouse, autrefois un espace de solitude calculé, s'était transformé en un véritable foyer. Les murs qui ne reflétaient auparavant que le succès professionnel de François affichaient désormais des dessins d'enfants, des photographies, de moments partagés et même quelques partitions composées par Raphaël. Cet après-midi-là, le salon était transformé en un petit auditorium improvisé. C'était le jour de la première présentation de Raphaël avec son professeur de piano, un événement qui avait mobilisé toute la famille. Hélène avait organisé un petit cocktail. Michel avait aidé à disposer les chaises en demi-cercle et Gabriel avait tenu à créer des invitations artisanales pour chaque invité. « Tu es nerveux ?» demanda François, trouvant Raphaël en train de pratiquer ses dernières notes avant la présentation. Le garçon secoua négativement la tête. « La musique est déjà ici à l'intérieur, » répondit-il, touchant sa propre poitrine. « Je dois juste la laisser sortir. » François sourit, reconnaissant dans cette sagesse enfantine quelque chose qu'il apprenait lui-même. Parfois, les plus grandes vérités viennent des sources les plus inattendues. Marie entra dans la pièce, élégamment vêtue pour l'occasion. Au cours des dernières semaines, elle avait reconquis non seulement sa confiance professionnelle, mais aussi une sérénité qu'elle semblait avoir perdue depuis longtemps. « Les premiers invités arrivent », annonça-t-elle, ajustant le nœud, papillon que Raphaël avait insisté pour porter. « Et il y a une surprise spéciale. » Par la porte principale, entrèrent plusieurs personnes que François reconnut des anciennes photos de l'orphelinat. C'étaient d'autres produits du projet Prométhée, chacun portant sa propre histoire de dépassement. Il y avait un violoniste célèbre, un mathématicien primé, une artiste plasticienne reconnue internationalement. Tous liés par le même passé sombre, mais maintenant réunis pour célébrer quelque chose de nouveau. « Vous les avez trouvés », dit François à Hélène, qui observait la scène avec une satisfaction évidente. « En réalité, ils nous ont trouvés », répondit la gouvernante. Après que l'histoire ait été révélée, beaucoup ont voulu établir le contact. J'ai pensé que ce serait approprié pour aujourd'hui. Michel et Gabriel circulaient parmi les invités, manifestement fascinés par les histoires que chacun avait à raconter. Le mathématicien montrait des tours de nombres à Michel, tandis que l'artiste discutait de techniques de couleur avec Gabriel. « C'est étrange », commenta Marie, debout à côté de François. « Comment quelque chose d'aussi sombre
peut mener à des moments aussi lumineux. Parfois, nous avons besoin de l'obscurité pour reconnaître la lumière, répondit-il, se surprenant lui-même par sa propre philosophie. Le professeur de piano arriva et tous prirent place. Raphaël s'assit au piano avec une assurance surprenante pour son âge. Ses petites mains se posèrent sur les touches et pendant un moment, il y eut un silence expectant. La musique qui commença à couler était sa propre composition, Nouvelle famille, maintenant arrangée avec l'aide de son professeur. Les notes racontaient une histoire que tous pouvaient comprendre, une histoire de perte et de rencontre, de douleur et de guérison, de solitude et de connexion. François observa les visages autour de lui, tandis que la musique remplissait l'environnement. Il vit des larmes dans les yeux de certains des anciens orphelins, des sourires sur les visages de Michel et Gabriel, de la fierté dans l'expression de Marie. Hélène, discrète comme toujours, avait un éclat spécial dans le regard. La musique de Raphaël était comme un fil invisible qui reliait tous ceux présents, transformant un groupe d'étrangers unis par un passé douloureux en une nouvelle forme de famille. Une famille choisie, construite sur la compréhension et l'acceptation mutuelle. Quand les dernières notes se dissipèrent dans l'air, il y eut un moment de silence révérencieux avant que les applaudissements ne commencent. Raphaël se leva et fit une petite révérence, exactement comme son professeur le lui avait enseigné, mais ses yeux cherchèrent d'abord François et Marie, cherchant leur approbation. Ce qu'il trouva fut bien plus que cela. C'était le regard de personnes qui avaient appris que la famille n'est pas seulement une question de sang ou de documents, mais de choix quotidiens, de petits gestes de soins, de musique partagée et d'histoires entrelacées. « Maintenant, oui », murmura Raphaël se rasseyant au piano pour un bis, « c'est complet. » Et tandis qu'une nouvelle mélodie commençait à naître sous ses doigts, François réalisa que le garçon avait raison. Sa vie, qui pendant si longtemps avait été une symphonie incomplète, trouvait enfin son harmonie parfaite. L'hiver parisien apportait avec lui une brume légère qui enveloppait les gratte-ciel comme un manteau argenté. Dans le Penthouse, l'arôme du chocolat chaud préparé par Hélène se mêlait au son des rires des triplés qui jouaient dans le salon transformé en fort de coussins. François observait la scène depuis son fauteuil préféré, un livre oublié sur ses genoux. Ces dernières semaines, son empire commercial avait affronté des défis significatifs en raison des révélations sur le projet Prométhée, mais, étonnamment, cela semblait moins important maintenant. Toujours Auntie. Train de travailler sur les rapports ? Demanda Marie, s'asseyant dans le fauteuil à côté. Elle venait de rentrer du tribunal, où elle travaillait désormais sur des cas liés aux droits de l'enfant et de l'adolescent. En fait, je pensais à quelque chose de différent, répondit François, ses yeux fixés sur les garçons. J'ai discuté avec certains des autres, survivants du projet. Nous voulons créer une fondation. Marie se pencha intéressée. Quel genre de fondation ? Une qui ferait l'opposé de ce qu'Auguste a fait, expliqua-t-il. Au lieu de manipuler les talents pour son propre bénéfice, nous voulons identifier les enfants avec des dons spéciaux et leur donner, ainsi qu'à leur famille, le soutien nécessaire pour qu'ils se développent naturellement. Au centre de la pièce, Raphaël avait quitté le jeu pour s'asseoir au piano. Ses petites mains commencèrent à jouer une nouvelle mélodie, quelque chose qui semblait parfaitement s'accorder avec l'atmosphère accueillante de cet après-midi d'hiver. « C'est une idée merveilleuse », dit Hélène, qui s'approchait avec un plateau de chocolat chaud. « Et je pense que nous avons déjà nos premiers cas d'études. » Michel leva les yeux du livre d'architecture qu'il feuilletait. « Nous pouvons aider d'autres enfants comme nous ?»« Comment ça ? Comme... » demanda Gabriel, se joignant à la conversation. « Spéciaux, » répondit Michel avec simplicité. « Mais spéciaux à notre façon, pas à la façon dont grand-père le voulait. » François sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. La sagesse de cet enfant de seulement 5 ans était déconcertante. « Exactement, Michel. Chaque personne est spéciale à sa propre manière. » Marie observait ses fils les yeux embués. Ces dernières semaines, ils s'étaient épanouis de façons inattendues. Michel s'intéressait de plus en plus à l'architecture et au design, passant des heures à dessiner des plans de maisons imaginaires. Gabriel avait révélé un talent naturel pour les arts visuels,
transformant les murs de sa chambre en une galerie en constante évolution. Et Raphaël, c'est bien, sa musique parlait d'elle-même. « J'ai déjà un nom pour la fondation », dit François, prenant sa tasse de chocolat chaud. « Projet Phénix. »« Parce que c'est renaître de ses cendres ?» demanda Hélène, un petit sourire aux lèvres. « Parce que c'est transformer la douleur en possibilité », corrigea-t-il. Doucement. Raphaël arrêta de jouer un moment, se tournant sur le banc du piano. « Je peux composer une musique pour la fondation ?»« Bien sûr que tu peux », répondit François. « En fait, je pensais commencer par un centre culturel, un lieu où les enfants pourraient explorer la musique, l'art, la science, tout ce qui les fascine. » « Dans l'ancien orphelinat, » suggéra Marie, comprenant immédiatement la symbolique. François acquiesça. « Le bâtiment est abandonné depuis des années. Nous pouvons le transformer en quelque chose de nouveau. Quelque chose de bon. » Michel courait déjà chercher son carnet de dessin. « Je peux faire le projet ? Enfin, essayez au moins. »« J'aide avec la décoration », s'exclama Gabriel, ses yeux brillants d'idées. Hélène observait tout avec un sourire satisfait. Ces derniers mois, elle avait été témoin de la transformation complète non seulement de l'appartement, mais de toutes les personnes qui y vivaient. L'homme solitaire et contrôlant qu'était son patron était devenu quelqu'un capable de sourire, de jouer, d'aimer. « Savez-vous ce qui est le plus incroyable ?» commenta-t-elle, aidant Gabriel à organiser ses crayons de couleur. « Comment parfois les pires expériences peuvent nous mener aux meilleurs endroits. » François regarda autour de la pièce. Michel, concentré sur ses dessins architecturaux, Gabriel planifiant sa prochaine œuvre d'art, Raphaël recommençant à jouer du piano, Marie souriant avec une paix qui semblait impossible quelques mois auparavant. « Ce ne sont pas les lieux, » répondit-il, sa voix douce. « Ce sont les personnes que nous rencontrons en chemin. » Que la musique de Raphaël remplit à nouveau l'ambiance. Une mélodie qui semblait porter dans ses notes toute l'histoire de cette famille improvisée. Dehors, la brume commençait à se dissiper, révélant un ciel étonnamment bleu pour un jour d'hiver à Paris. Le printemps arriva à Paris, apportant avec lui une énergie renouvelée. L'ancien orphelinat, maintenant en pleine rénovation, commençait à prendre une nouvelle vie sous la supervision attentive de François et la collaboration enthousiaste des triplés. Les murs gris, qui avaient autrefois été témoins de tant de manipulations, se paraissent maintenant de couleurs vibrantes, soigneusement choisies par Gabriel. Ce matin-là, toute la famille s'était réunie sur place pour suivre l'avancement des travaux. Michel se promenait dans les couloirs avec un plan simplifié entre les mains, vérifiant si chaque espace correspondait à sa vision enfantine, mais étonnamment précise. « Le studio de musique sera ici », expliquait-il, montrant une grande salle. Raphaël dit qu'il faut une bonne acoustique. François observait avec admiration comment le garçon avait absorbé des termes et des concepts architecturaux en si peu de temps. « Et tu as déjà décidé où sera la galerie d'art ?»« Gabriel veut qu'elle soit près du jardin, » répondit Michel, consultant ses notes. « Il dit que la lumière naturelle est importante pour les couleurs. » Marie, qui venait d'arriver, d'une réunion avec d'autres avocats bénévoles du projet, sourit en voyant ses fils s'y impliquer. Elle-même coordonnait la partie juridique de la fondation, s'assurant que tous les enfants qui bénéficieraient du programme aient leurs droits pleinement protégés. « Hélène a appelé », dit-elle à François. « 3 autres familles du projet Prométhée ont pris contact. Elles veulent participer à la fondation. » François acquiesça, ressentant un mélange de satisfaction et de responsabilité. Ce qui avait commencé comme une forme de rédemption personnelle se transformait en un mouvement plus vaste, unissant des personnes qui partageaient non seulement un passé douloureux, mais aussi le désir de le transformer en quelque chose de positif. Dans la cour intérieure du bâtiment, Raphaël était assis sur un banc improvisé, composant dans son cahier de musique. À ses côtés, un groupe d'enfants du quartier, qui avaient déjà découvert que quelque chose de spécial se passait là, l'observait, fasciné. « Tu peux nous apprendre à jouer ?» demanda l'une des fillettes. Raphaël leva les yeux de sa partition, souriant. « Quand le studio sera prêt, tout le monde pourra apprendre, » répondit-il, sa voix douce mais confiante. Hélène, qui était arrivée en apportant des collations pour tous, s'arrêta pour observer la scène. « Il devient de plus en plus communicatif, » commenta-t-elle à François. « Tout le monde change, » répondit-il, « y compris moi. » En effet, la transformation de François était visible pour quiconque l'avait connu avant. L'homme qui mesurait autrefois chaque minute de sa journée
et calculait chaque interaction humaine, se permettait maintenant des moments de spontanéité, d'affection, de simplicité. Gabriel s'approcha en courant, ses mains tachées de peinture. « Oncle François, venez voir, j'ai terminé la fresque de l'entrée. » La fresque était une explosion de couleurs et de formes qui, d'une certaine manière, racontait l'histoire de la fondation. Il y avait des éléments qui représentaient la musique, l'architecture, l'art et la science, tous entrelacés dans une composition qui, bien que créée par des mains enfantines, portait une profondeur surprenante. « C'est à propos de transformation », expliqua Gabriel, montrant différentes parties de la fresque, comme une chenille devenant papillon, ou comme un homme solitaire devenant famille, compléta Marie doucement, entremêlant ses doigts à ceux de François. Le moment fut interrompu par des sons de rires et de musique. Raphaël avait commencé à jouer sur un clavier portable, et les enfants du quartier dansaient autour de lui. Michel se joignit au groupe, expliquant avec animation comment cet espace se transformerait en une école des arts, tandis que Gabriel planifiait déjà sa prochaine œuvre. « Savez-vous ce qui est le plus incroyable ?» dit Hélène, observant « la scène. Comment l'amour peut changer non seulement l'avenir, mais aussi le passé. » François comprit exactement ce qu'elle voulait dire. Les souvenirs douloureux de l'orphelinat, les manipulations d'Auguste, toute la souffrance, rien de cela n'avait disparu. Mais maintenant, ces expériences servaient de fondation à quelque chose de nouveau et de beau. « Édouard serait fier », dit Marie, sa voix chargée d'émotion. Il disait toujours que le véritable héritage qu'il voulait laisser aux garçons était la capacité de transformer le monde. « Et ils le font exactement », répondit François, chacun à sa manière. La musique de Raphaël flottait dans la cour, se mêlant au son de la rénovation, au rire des enfants, au bruissement des nouvelles feuilles dans les arbres du jardin. C'était une symphonie de recommencement, d'espoir, de famille. À l'étage supérieur, Michel avait trouvé un endroit parfait pour ce qu'il appelait la salle des rêves, un espace où d'autres enfants pourraient découvrir et développer leurs propres talents, non par manipulation ou pression, mais avec liberté et soutien. Le jour de l'inauguration du Centre culturel Phénix s'était levé sous un ciel extraordinairement bleu. L'ancien orphelinat, complètement rénové, resplendissait sous la lumière du soleil. Ses murs autrefois gris, maintenant vivants, avec les fresques de Gabriel et d'autres jeunes artistes de la communauté. François ajustait sa cravate devant le miroir de sa chambre dans le penthouse, écoutant l'animation joyeuse qui venait du salon. Les derniers mois avaient été intenses, avec la rénovation du bâtiment, la structuration de la fondation et, surtout, l'adaptation à une vie qui débordait maintenant d'affection et de sens. « Vous êtes nerveux ?» demanda Hélène, entrant dans la chambre avec un nœud papillon pour Raphaël. « Curieux », répondit-il souriant légèrement. « Je n'aurais jamais imaginé faire quelque chose comme ça. » Dans le couloir, les triplés étaient déjà prêts, chacun à sa manière particulière. Michel portait un costume miniature qu'il avait lui-même choisi, avec un bloc-notes dans la poche pour enregistrer tous les détails de la journée. Gabriel avait opté pour une tenue plus artistique, avec un gilet coloré qui s'accordait avec la fresque principale du centre culturel. Raphaël, élégant dans son ensemble formel, tenait un dossier avec des partitions. Il serait l'une des attractions principales de la cérémonie d'inauguration. « Maman est magnifique », annonça Gabriel, courant dans le couloir. Marie émergea de sa chambre vêtue d'une robe bleu marine qui rehaussait son élégance naturelle. Ces derniers mois, elle était devenue non seulement une partenaire dans la fondation, mais une présence fondamentale dans la vie de François. Leur relation avait évolué naturellement, comme une mélodie qui avait toujours existé, mais qui trouvait seulement maintenant son expression complète. « Les premiers invités arrivent déjà », informa Hélène, consultant sa tablette. « Et la presse est en place. » L'inauguration du Centre culturel Phénix avait attiré une attention considérable des médias, non seulement pour la transformation de l'ancien orphelinat, mais surtout pour l'histoire derrière le projet. Plusieurs des anciens participants du projet Prométhée seraient présents, chacun apportant sa propre contribution à la nouvelle entreprise. « Oncle François », appela Raphaël, sa voix douce mais décidée, « puis-je vous montrer quelque chose avant que nous partions ?» François suivit le garçon jusqu'au piano du salon.
Raphaël s'assit à l'instrument et commença à jouer une nouvelle composition. C'était différent de tout ce qu'il avait créé jusqu'alors. Une pièce complexe qui semblait raconter toute l'histoire de cette famille improvisée depuis la rencontre sous la pluie jusqu'à ce moment. C'est pour jouer à l'inauguration, expliqua Raphaël. Je l'ai appelé Métamorphose. Marie, qui s'était approchée pour écouter, avait les larmes aux yeux. C'est parfait, mon amour. Il y a des parties pour chacun de nous, continua Raphaël, montrant différentes sections de la partition. Cette partie plus forte, c'est oncle François, avant de nous rencontrer. Ensuite, elle devient plus douce, mais aussi plus complexe. Michel et Gabriel rejoignirent leur frère sur le banc du piano, chacun reconnaissant les éléments qui représentaient leurs propres histoires dans la composition. Hélène observait la scène avec un sourire ému, se rappelant comment ce Pentouse, autrefois si silencieux, s'était transformé en un véritable foyer. « Il est l'heure », te annonça-t-elle doucement, ne voulant pas interrompre le moment mais consciente de l'horaire. Le groupe descendit jusqu'au hall de l'immeuble où une voiture les attendait. Pendant le trajet jusqu'au centre culturel, François observait la ville à travers la fenêtre, se souvenant de ce matin pluvieux qui avait tout changé. Comment était-il possible que seulement quelques mois le séparent de cet homme solitaire et contrôlant qu'il était autrefois? En arrivant au centre culturel, ils furent accueillis par une petite foule. Des enfants du quartier qui s'étaient déjà inscrits au premier cours offert saluaient avec enthousiasme. Plusieurs des anciens orphelins du projet Prométhée, maintenant adultes ayant réussi, conversaient entre eux, partageant des histoires et des projets pour l'avenir. Le bâtiment, avec son architecture historique préservée mais rénovée, semblait pulser de possibilités. Chaque espace avait été soigneusement conçu pour nourrir des talents naturels sans jamais les forcer. La bibliothèque, le studio de musique, les salles d'art et de sciences, tout était prêt à accueillir une nouvelle génération de rêveurs. « Regardez !» s'exclama Gabriel pointant vers le ciel. Un petit arc-en-ciel s'était formé même sans pluie, créant un arc coloré au-dessus du bâtiment. « C'est un signe, dit Michel, toujours le plus analytique, que nous sommes sur la bonne voie. » François sentit la petite main de Raphaël prendre la sienne, tandis que Marie entrelaçait ses doigts de l'autre côté. Hélène, quelques pas derrière, souriait avec une approbation maternelle. Ensemble, ils marchèrent vers l'entrée du centre culturel, où une nouvelle histoire était sur le point de commencer. L'auditorium du centre culturel Phénix était comble, une mer de visages attentifs et expectants. Sur la scène, François restait silencieux un moment, observant l'assistance diverse qui s'était réunie pour l'inauguration. Il y avait des enfants du quartier, des familles entières, des journalistes, des autorités et, plus significativement, plusieurs des anciens participants du projet Prométhée. Il y a un an, commença-t-il, sa voix ferme mais chargée d'émotion, je croyais que le succès signifiait le contrôle, que le pouvoir signifiait l'isolement, que la sécurité signifiait la distance. J'avais complètement tort. Ses yeux trouvèrent Marie au premier rang, assise entre Michel et Gabriel. Raphaël était près du piano sur la scène, attendant son moment pour jouer. Ce centre culturel naît non seulement comme une institution d'enseignement et de développement, mais comme un témoignage que les histoires les plus douloureuses peuvent être transformées en quelque chose de beau, que les traumatismes du passé peuvent devenir des ponts vers un avenir meilleur. Dans l'assistance, Hélène essuyait discrètement une larme, tout en observant les expressions émues des autres ex-orphelins. Chacun d'eux portait ses propres cicatrices du projet Prométhée. Mais maintenant, ces marques servaient de carte pour aider d'autres à trouver leur propre chemin. Chaque salle de ce bâtiment, poursuivit François, a été pensée pour nourrir les talents naturels, non pour les forcer. Pour célébrer les différences, non pour les standardiser. Pour construire des ponts, non des murs. Michel feuilletait son carnet de notes, où il avait enregistré chaque étape de la transformation du bâtiment. Gabriel admirait fièrement les fresques qui décorèrent les murs, chacune racontant une partie différente de l'histoire. Et Raphaël, assis au piano, attendait patiemment son moment de donner voix à tout cela à travers la musique. Mais la véritable transformation, continua François, ne réside pas dans ces murs rénovés ou dans les programmes que nous développerons. Elle est dans les connexions que nous créons, dans les familles que nous formons, dans les liens que nous construisons lorsque nous nous permettons d'être touchés par la vie des autres. Marie sourit,
se souvenant de ce matin pluvieux qui avait tout changé. Comment aurait-elle pu imaginer dans ce moment de désespoir qu'elle marchait vers son salut? Et maintenant, dit François, son regard s'adoucissant, j'aimerais présenter quelqu'un qui m'a appris plus sur la musique, l'amour et le courage que n'importe quel livre ou cours ne l'aurait jamais pu. Raphaël? Le garçon se leva et marcha jusqu'au piano avec une confiance sereine. Ses petites mains se posèrent sur les touches et les premiers accords de Métamorphose emplirent l'auditorium. La musique commençait par des notes graves et solitaires, dépeignant l'isolement que François et Marie avaient tous deux vécu. Graduellement, de nouveaux éléments étaient introduits, les voix joyeuses des triplés, la présence constante d'Hélène, les petits moments de découverte et de connexion. L'assistance écoutait dans un silence révérencieux, beaucoup avec des larmes aux yeux, reconnaissant dans chaque note leur propre parcours de transformation. Les enfants du quartier, assis au premier rang, observaient fascinés comment quelqu'un d'aussi jeune qu'eux pouvait créer quelque chose d'aussi profond. Lorsque les derniers accords résonnèrent, il y eut un moment de silence absolu avant que les applaudissements ne commencent. Raphaël se leva et fit une petite révérence, ses yeux cherchant d'abord sa famille, tous, ceux du sang et ceux que le destin avait amenés. François revint au microphone pour les mots finaux. Ce centre culturel est ouvert non seulement pour des cours et des activités, mais pour des rêves, pour des possibilités, pour des recommencements. Michel et Gabriel coururent jusqu'à la scène, rejoignant leurs frères. Marie et Hélène les suivirent, et pendant un moment, tous étaient ensemble sous les lumières de la scène. Une famille improvisée, qui était devenue plus réelle que n'importe quel arrangement traditionnel. Dehors, la ville continuait son rythme frénétique, mais à l'intérieur de ses murs rénovés, quelque chose de spécial avait commencé. Les anciennes ombres du projet Prométhée avaient été transformées en lumière, les peurs en espoir, la solitude en connexion. Et tandis que les gens commençaient à explorer les installations du centre culturel, François observait tout avec une nouvelle compréhension. Le véritable pouvoir ne résidait pas dans le contrôle ou l'isolement, mais dans la capacité à s'ouvrir à l'inattendu, à permettre que l'amour transforme non seulement l'avenir, mais guérisse aussi le passé. Raphaël retourna au piano, cette fois accompagné par d'autres enfants curieux d'apprendre. Sa musique continuait à remplir l'ambiance, non plus une mélodie solitaire, mais partie d'une symphonie plus grande, la symphonie de vie entrelacée, de cœurs ouverts, de futurs possibles. 6 mois après l'inauguration du Centre culturel Phénix, la vie avait trouvé un nouveau rythme. Le Penthouse de François, autrefois un monument à la solitude organisée, pulsait maintenant d'une énergie différente les matins de dimanche. L'arôme du café frais et du pain fait maison préparé par Hélène se mêlait au son du piano de Raphaël, qui s'exerçait pour sa première présentation formelle en tant que professeur de musique du Centre culturel. « Je n'arrive pas à croire qu'il va donner des cours », commenta Marie, observant son fils cadet avec fierté tout en servant le petit déjeuner. « Il me semble que c'était hier qu'il arrivait à peine à parler aux étrangers. » François sourit, baissant le journal qu'il lisait. Les gros titres ne concernaient plus des scandales ou des enquêtes, mais le succès du programme de développement artistique du Centre culturel Phénix. « Il n'est pas le seul à surprendre », dit-il, pointant une page spécifique du journal. Dans la section culture, il y avait un article sur la première exposition d'art enfantin du centre, organisée par Gabriel. Le garçon avait non seulement organisé l'exposition, mais aussi aidé d'autres jeunes artistes à trouver leur propre voie créative. Ces œuvres, exposées côte à côte avec celles d'autres enfants du quartier, racontaient des histoires de transformation et d'espoir. Michel entra dans la pièce portant sa création la plus récente, une maquette détaillée d'un nouvel espace qu'il avait conçu pour le centre culturel. On pourrait construire un espace spécial pour l'astronomie, expliqua-t-il, les yeux brillants d'enthousiasme, avec un petit observatoire. Hélène, qui venait d'apporter une nouvelle fournée de pain, examina la maquette avec un intérêt sincère. « Tu as pensé à tout, n'est-ce pas? Tu as même mis des rampes d'accès et un éclairage naturel. » « J'ai appris auprès du meilleur, » répondit Michel, jetant un regard affectueux à François.
Le moment fut interrompu par le son de la sonnette. C'était Claire, l'une des anciennes participantes du projet Prométhée, maintenant une scientifique renommée devenue bénévole, au centre culturel. Elle apportait des nouvelles d'un programme spécial qu'il développait. Les inscriptions pour le programme de mentorat ont déjà dépassé nos attentes, annonça-t-elle, acceptant une tasse de café. Nous avons plus de 50 anciens participants du projet qui veulent aider d'autres enfants à développer leurs talents naturellement. François observa, tandis que Claire montrait les rapports préliminaires. Le programme de mentorat était une partie cruciale de la fondation, connectant des adultes qui avaient survécu au projet Prométhée avec des enfants qui démontraient des talents similaires. Mais contrairement au passé, l'accent était maintenant mis sur le développement sain et le soutien émotionnel. « Regardez ça », dit Claire, montrant quelques photographies sur sa tablette. « Ce sont des images de notre premier atelier scientifique. » Les photos montraient des enfants de différents âges réalisant des expériences, leurs visages illuminés par la découverte. Sur l'une d'elles, Michel apparaissait expliquant des concepts basiques d'architecture à un groupe de jeunes intéressés. « Et ce n'est pas seulement en sciences », continua-t-elle. Le programme de musique de Raphaël a déjà une liste d'attente. Et les cours d'art de Gabriel? Elle fut interrompue par le son du piano. Raphaël avait commencé à jouer une nouvelle composition. La mélodie était différente de tout ce qu'il avait créé auparavant, plus mature et complexe, mais portant toujours cette pureté émotionnelle qui le caractérisait. « Celle-ci est nouvelle », commenta Marie, s'approchant du piano. « Elle a un nom ?» Raphaël continua à jouer tout en répondant. « Elle s'appelle Horizon. C'est à propos de comment l'avenir change toujours, nous surprenant sans cesse. » Gabriel, qui était resté tranquille à dessiner dans son coin, se leva pour montrer son travail le plus récent, un dessin qui capturait parfaitement le moment présent. La famille, réunie au petit déjeuner, la lumière du soleil entrant, par les fenêtres, le piano en arrière-plan, chaque personne dans sa propre activité, mais toutes connectées par des liens invisibles d'affection. « Peut-on l'accrocher au centre culturel ?» demanda-t-il. « Dans la galerie des nouvelles. »« Histoire ?»« Que la galerie des nouvelles histoires ?» questionna Claire, curieuse. « C'est un espace spécial, » expliqua Michel, toujours prêt à partager des informations. « Pour les œuvres qui montrent comment les gens peuvent changer, grandir, trouver de nouveaux chemins. » Hélène, qui observait tout avec son regard attentif habituel, remarqua comment François et Marie s'étaient naturellement rapprochés, leurs mains se rencontrant sans qu'ils s'en aperçoivent. C'était un geste petit mais significatif, un symbole de comment l'amour peut fleurir dans les endroits les plus inattendus. « Vous savez, » dit Claire, se préparant à partir, « quand vous avez proposé pour la première fois de transformer l'ancien orphelinat en centre culturel, beaucoup ont douté. Ils pensaient qu'il était impossible de transformer un lieu avec tant de souvenirs douloureux en quelque chose de positif. « Et que disent-ils maintenant ?» demanda François, bien qu'ils connaissent déjà la réponse. « Maintenant, ils comprennent, » répondit-elle souriant. « Parfois, il faut revivre le passé non pour y rester prisonnier, mais pour créer un avenir différent. » Raphaël termina sa musique par un accord doux qui semblait flotter dans l'air comme une promesse. Le soleil du dimanche continuait à baigner la pièce de sa lumière dorée, tandis que la ville au dehors commençait à s'éveiller. C'était un nouveau jour, avec de nouveaux horizons s'ouvrant, non seulement pour cette famille improvisée, mais pour toutes les vies qu'il a transformées. La nuit tombait doucement sur Paris quand François trouva l'enveloppe sur son bureau dans le penthouse. C'était un papier simple, mais le contenu fit accélérer son cœur. Une convocation pour témoigner dans le procès contre Auguste Valmont. Après des mois d'enquête, l'affaire arriverait enfin devant les tribunaux. « Tu as reçu la tienne ?»« Aussi » demanda Marie entrant dans le bureau. Elle portait sa propre enveloppe identique à la sienne. « Je viens de l'ouvrir. » Se répondit François, sa voix calme masquant la tempête d'émotions qu'il ressentait. « Comment vont les garçons ?» Raphaël est au centre culturel, donnant son cours de piano. Michel et Gabriel sont allés avec Hélène visiter la nouvelle. « Exposition en cours de montage », expliqua-t-elle, s'asseyant dans le fauteuil face au bureau. Le silence qui suivit était confortable, rempli de compréhension mutuelle. Tous deux savaient que le procès serait difficile, qu'ils devraient revivre des souvenirs douloureux, mais ils comprenaient aussi
que c'était nécessaire pour compléter le cycle de guérison qu'ils avaient initié. « J'ai trouvé ceci aujourd'hui », dit François, ouvrant un tiroir et sortant une vieille photographie. C'était du jour de l'inauguration de l'orphelinat des décennies auparavant. Auguste Valmont souriait à l'appareil, entouré d'enfants qu'il comptait transformer en ses chefs-d'œuvre. Il croyait vraiment qu'il faisait quelque chose de bien, commenta Marie, étudiant la photo. C'est la partie la plus effrayante. C'est pourquoi le centre culturel Phénix est si important, répondit François. Pour montrer qu'il existe une façon différente de nourrir les talents et de créer des opportunités. Le bruit de l'ascenseur annonça l'arrivée des garçons avec Hélène. Gabriel entra le premier, portant un nouveau ensemble de dessins. Michel le suivait, discutant avec animation des possibilités d'expansion de la galerie d'art. Hélène, comme toujours, supervisait tout avec son regard attentif et affectueux. « Regardez ce que j'ai fait !» s'exclama Gabriel, étalant ses dessins sur le bureau de François. C'étaient des portraits de la famille, pas seulement d'eux, mais aussi des autres familles qui fréquentaient le centre culturel. Chaque dessin captait quelque chose de spécial, une connexion unique entre les personnes représentées. Et j'ai développé un projet pour créer plus de salles de musique, ajouta Michel, montrant son propre carnet d'esquisses. Raphaël dit que nous avons besoin d'espaces différents pour différents instruments. Hélène sourit, observant comment François et Marie se rapprochaient naturellement pour examiner les créations des garçons. En parlant de Raphaël, il a envoyé un message. Il va se retarder un peu. Les élèves lui ont demandé d'enseigner une autre chanson. Il s'épanouit comme professeur, commenta Marie, fière. Qui aurait pensé que ce garçon timide deviendrait si confiant? Nous avons tous changé, répondit François, son regard parcourant chaque visage dans la pièce, de manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Gabriel, qui s'était approché de la fenêtre, attira l'attention de tous. « Regardez, il commence à pleuvoir !» En effet, une pluie douce commençait à tomber sur la ville, très semblable à celle qui avait uni leur vie un peu plus d'1 an auparavant. Mais maintenant, au lieu de séparation et de peur, la pluie apportait une sensation de renouveau et de possibilité. « Vous savez ce que ça me rappelle ?» demanda Hélène, se dirigeant vers la cuisine. « Je pense que c'est une bonne soirée pour du chocolat chaud. » Pendant qu'Hélène préparait la boisson, le son de l'ascenseur annonça l'arrivée de Raphaël. Il entra dans la pièce avec son cahier de partition, le visage illuminé par l'enthousiasme d'une journée de plus d'enseignement. « Comment s'est passé le cours, professeur ?» plaisanta François. « Incroyable », répondit Raphaël s'asseyant au piano. « Aujourd'hui, l'une des élèves a réussi à jouer un morceau entier toute seule pour la première fois. Vous auriez dû voir son sourire. Ses mains commencèrent à effleurer doucement les touches, créant une mélodie qui semblait parfaitement s'accorder avec le son de la pluie dehors. Michel et Gabriel rejoignirent leurs frères, chacun apportant ses propres projets et rêves à partager. François observait la scène avec Marie à ses côtés, leurs mains naturellement entrelacées. Hélène revint avec le chocolat chaud, distribuant les tasses avec l'efficacité affectueuse qui la caractérisait. « Demain sera une grande journée », dit doucement Marie, faisant référence au début du procès judiciaire. « Oui », acquiesça François, « mais nous ne sommes plus seuls. » La musique de Raphaël remplissait l'ambiance, se mêlant au son de la pluie, aux conversations animées des garçons, au tintement des tasses de chocolat chaud. C'était une symphonie de famille, d'amour, de recommencement, une preuve vivante que parfois les plus grandes bénédictions peuvent venir déguiser en défis et que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans la capacité à s'ouvrir à l'inattendu. Le tribunal de grande instance de Paris imposait une solennité qui serrait le cœur. François ajusta sa cravate tout en attendant, dans le couloir aux côtés de Marie et d'autres ex-participants du projet Prométhée. Chacun d'eux portait sa propre histoire de dépassement, sur le point d'être révélée pour transformer l'avenir d'autres enfants. Hélène était restée au penthouse avec les triplés, bien que Raphaël eût insisté pour composer une musique spéciale pour ce jour, pour donner du courage, avait-il dit, remettant la partition à François ce matin-là. Les notes, écrites de son écriture enfantine mais précise, étaient maintenant pliées dans la poche de sa veste, comme un talisman. « Monsieur, Valmont est déjà arrivé », informa l'un des avocats, s'approchant du groupe. « Ils sont prêts à commencer. » Marie prit la main de François, un geste devenu naturel ces derniers mois. « Ensemble » demanda-t-elle. « Toujours »
répondit-il, sentant le papier avec la musique de Raphaël dans sa poche. La salle d'audience était comble. Journalistes, avocats, représentants d'organisations de droits humains et, plus significativement, plusieurs des anciens orphelins du projet occupaient les sièges disponibles. Au premier rang, Auguste Valmont était assis avec ses avocats, sa posture toujours altière malgré les circonstances. Lorsque François fut appelé à témoigner, le silence dans la salle était palpable. Il marcha jusqu'à la barre, sentant le poids de décennies d'histoire sur ses épaules. Mais au lieu de l'écraser, ce poids le fortifiait maintenant. « S'il vous plaît, monsieur Montagne, » commença le juge, « racontez-nous votre expérience dans le projet Prométhée. » François respira profondément, ses mains touchant légèrement le papier dans sa poche. « J'avais 9 ans quand j'ai été sélectionné, » commença-t-il. « À l'époque, cela semblait un miracle. Un homme puissant et respecté m'avait choisi, disant que j'avais un potentiel extraordinaire. » Ses yeux rencontrèrent ceux d'Auguste un instant. Le vieil homme d'affaires gardait son expression impassible, mais quelque chose dans son regard avait changé. « Ce que nous ne comprenions pas, » continua François, « c'était le prix de ce miracle. Nous étions séparés de toute possibilité, à de connexions émotionnelles réelles. Nos talents n'étaient pas nourris, ils étaient exploités. Nous n'étions pas des enfants, nous étions des investissements. » Un murmure parcourut la salle. Certains des autres ex-orphelins acquiesçaient, reconnaissant leur propre histoire dans les paroles de François. Mais le pire n'était pas l'entraînement intensif, les tests constants ou même l'isolement, poursuivit-il. Le pire était le message subliminal que nous recevions, que notre valeur résidait uniquement dans notre utilité, que l'amour et la connexion étaient des faiblesses, que le succès signifiait la solitude. Marie, assise au premier rang, avait les larmes aux yeux. Elle plus que quiconque comprenait l'impact de ses paroles, ayant vu la transformation de François ces derniers mois. Le projet nous a façonnés, oui. J'ai admis François. Il nous a rendus exceptionnellement réussis dans nos domaines. J'ai construit un empire commercial. Claire est devenue une scientifique renommée. Jean est un musicien acclamé internationalement. Mais à quel prix? Il fit une pause, sortant la partition de sa poche. Ce matin, j'ai reçu ceci de Raphaël, un garçon de 5 ans qui m'a appris plus sur la musique, l'amour et le courage que toutes les années d'entraînement du projet. Auguste bougea sur sa chaise, son regard fixé sur le papier que François tenait. Ce que le projet Prométhée n'a pas compris, continua François, c'est que la véritable excellence ne vient pas de l'isolement, mais de la connexion. Pas de la manipulation, mais de la liberté de découvrir qui nous sommes vraiment. Il relata ensuite en détail comment le projet fonctionnait, comment les enfants étaient sélectionnés, comment leurs talents étaient identifiés et exploités. Il parla des méthodes de contrôle émotionnel, de la pression constante, de la peur d'échouer qui les poursuivait. Mais il parla aussi de rédemption, du centre culturel Phénix et de la façon dont il aidait d'autres enfants à développer leurs talents naturellement, avec un soutien émotionnel et un respect pour leurs individualités. Ce que je demande à ce tribunal, conclut-il, ce n'est pas seulement la justice pour le passé, mais la protection pour l'avenir, pour qu'aucun autre enfant ne soit traité comme une expérience, pour qu'aucun talent ne soit développé au prix de l'âme. Quand il termina son témoignage, le silence dans la salle était différent de celui du début. Il n'était plus tendu ou appréhensif, mais chargé de compréhension et de possibilités. En retournant à sa place, François passa devant Auguste. Le vieil homme d'affaires le regarda avec une expression complexe. Il y avait encore de la fierté, mais maintenant mêlée à quelque chose qui ressemblait à du regret. « Vous avez toujours été le meilleur d'entre eux », murmura Auguste, presque inaudiblement. « Mais pas de la manière que j'espérais. » François s'arrêta un moment. « Non, » répondit-il doucement. « Je suis meilleur de la façon que j'ai choisi d'être. » Marie serait la suivante à témoigner et pendant qu'elle se préparait, François déplia la partition de Raphaël. La mélodie dans son esprit se mêlait aux voix dans la salle, au son de la vérité enfin révélée, au murmure d'un avenir différent se dessinant à l'horizon. Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de teintes oranges et roses, quand la famille retourna au Penthouse après le dernier jour du procès. Hélène les attendait avec les triplés qui avaient transformé le salon en une petite scène de célébration, avec des dessins, des affiches et bien sûr,
de la musique. « Alors c'est fini ?» demanda Raphaël, assis au piano, ses petites mains prêtes à jouer. « Oui, mon amour, » répondit Marie, embrassant son fils. « C'est fini. » La sentence avait été claire. Auguste Valmont et tous ceux impliqués dans le projet Prométhée subiraient les conséquences légales de leurs actions. Plus importante encore, toutes les ressources et propriétés liées au projet seraient converties en un fonds pour soutenir le travail du Centre culturel Phénix et des initiatives similaires. « Ce n'est pas vraiment une fin », corrigea François, desserrant sa cravate. « C'est plutôt un nouveau départ. » Michel et Gabriel accoururent pour montrer ce qu'ils avaient préparé durant la journée. Une série de dessins et de maquettes représentant leur vision pour l'avenir du centre culturel. Il y avait des plans pour de nouveaux espaces, des programmes élargis, plus de façons d'atteindre des enfants avec des talents spéciaux. « Regardez », dit Hélène, apportant un plateau avec du chocolat chaud, une tradition qui était devenue symbole des moments importants dans la famille. « Il me semble que c'était hier que vous arriviez ici pour la première fois. » Raphaël commença à jouer doucement, une mélodie qui semblait entrelacer toutes les histoires qu'ils avaient vécues jusque-là. Les notes coulaient comme des souvenirs. Le matin pluvieux de la première rencontre, les découvertes sur le passé, les moments de peur et de courage, les petites victoires quotidiennes, les sourires partagés. « Cette musique est nouvelle ?» demanda François, s'approchant. « Du piano ? Je l'appelle Famille », répondit Raphaël sans cesser de jouer, « parce qu'elle a des parties pour chacun de nous. » Et c'était vrai. Il y avait des passages forts et déterminés qui rappelaient à François, des parties douces et accueillantes qui faisaient penser à Marie, des variations animées qui captaient l'énergie de Gabriel, des sections structurées qui reflétaient la précision de Michel et des harmonies de fond qui rappelaient la présence constante d'Hélène. « Tu sais, » dit Marie s'asseyant à côté de François, « quand je suis montée dans cette voiture ce matin-là, j'étais désespérée de trouver un abri. Je n'imaginais pas que je trouverais un foyer. » François sourit, observant comment ses enfants, car c'est ainsi qu'il les voyait maintenant, remplissèrent l'espace de leurs personnalités uniques et complémentaires. Moi non plus, je n'imaginais pas qu'en essayant de vous donner un abri, je trouverais ma propre libération. Hélène servit le chocolat chaud, et tous s'installèrent pour écouter Raphaël jouer. Michel expliquait ses nouveaux projets architecturaux tandis que Gabriel montrait les esquisses pour sa prochaine exposition. La scène était si naturelle, si parfaitement imparfaite, qu'il semblait difficile de se rappeler comment leurs vies étaient avant. « Qu'est-ce qui arrive ? Maintenant ?» demanda Gabriel, se blottissant entre François et Marie. « Maintenant, » répondit François, « nous continuons à écrire notre histoire, ensemble. » Raphaël termina sa musique par un accord doux qui flotta dans l'air comme une promesse. Dehors, la ville commençait à allumer ses lumières, des milliers de points brillants dans l'obscurité grandissante. Mais ici, dans ce penthouse qui s'était transformé en un véritable foyer, brillait une lumière différente, la lumière de l'amour, de la compréhension, de la famille qu'ils avaient construite. « Vous savez, » dit Hélène, ramassant, « les tasses vides. On dit que les meilleures familles ne sont pas formées seulement par le sang, mais par l'amour et le choix. » Michel, toujours le plus réfléchi, ajouta « Comme un orchestre, n'est-ce pas? Chacun joue un instrument. Différent, mais ensemble nous faisons de la musique. » François sentit Marie serrer doucement sa main, tandis que Raphaël commençait une nouvelle mélodie au piano. Gabriel était déjà en train de dessiner à nouveau, et Michel feuilletait son carnet de projets. Hélène souriait, observant la scène avec son regard maternel. C'était une image très différente de ce matin pluvieux d'il y a un an, un homme d'affaires solitaire dans sa voiture luxueuse, une mère désespérée protégeant ses enfants de la pluie. Le destin, dans sa mystérieuse sagesse, avait entrelacé leur vie d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Et là, en cette soirée spéciale, tandis que la musique de Raphaël résonnait contre les murs du penthouse,